Bonsoir à toutes et à tous. En première partie du débrief de ce soir, le débat portera sur le renouvellement de la classe politique au Maroc. En 2017, les chefs de 3 grands partis nationaux ont changé et un 4e, celui du PAM, se tâte toujours. De nouveaux dirigeants, à défaut d'être de nouveaux visages, sont arrivés aux commandes et d'autres devraient suivre dans les mois qui viennent. En seconde partie, en actu international, après la pause, nous irons loin, très loin, fort heureusement, retrouver le très énigmatique Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, et nous ferons un retour sur cette zone du monde particulièrement instable. Avec nous pour en parler ce soir, Naïm Kamal, fondateur et directeur du site Kuwait.ma. En face de vous, Ali Sedjari, professeur de droit public à l'université Mohamed V de Rabat. Et à côté de vous, Mehdi Mishbal, rédacteur en chef du magazine Tel Quel. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Avant de parler du changement qui est intervenu à la tête des partis politiques, nous ferons un retour constitutionnel sur le changement de la Constitution. La dernière Constitution de feu le roi Hassan II remonte à 1996. Entre-temps, bien des changements ont eu lieu avec la génération qui change, mondialisation accélérée et des réseaux sociaux qui émergent. Ali Sedjari, dans quelle mesure ces mutations démographiques, sociales et technologiques ont-elles induit ce changement de Constitution en 2011 qui a donné lieu à tous les changements dont on parlera tout à l'heure? Je ne crois pas qu'il y ait une relation de cause à effet entre la Constitution et le changement démographique de la société marocaine. Le changement est intervenu dans un contexte qualitatif. Il est intervenu dans un contexte particulier qui a été secoué par des événements à l'échelle régionale et par le printemps arabe. Et c'est le printemps arabe qui a accéléré le processus de changement au niveau du Maroc. Comme quoi, il y a des malheurs qui portent bonheur dans la société. Donc, c'est un mouvement. Parce que la Constitution, la révision des Constitutions, le changement qui a été revendiqué par l'Union nationale, le mouvement national, qui n'a jamais été appliqué. Il y a eu quelques réformettes au niveau des 5 constitutions précédentes. Par contre, la Constitution de 2011, à la fois voulait accompagner les changements qui sont produits dans la société marocaine et en même temps marquer une rupture forte par rapport au mode de gouvernance dominant auparavant. Et effectivement, on pourrait dire, est-ce que c'est une évolution, une révolution? Peu importe le qualificatif qu'on lui donnait, c'est que nous sommes face à une rupture. Une rupture qui proposait un certain nombre de principes nouveaux, fondateurs d'une nouvelle conception de la gouvernance et de la gouvernabilité. Et c'est la première fois où nous avons une constitution qui va essayer d'aménager le pouvoir entre les différents acteurs politiques. Même si, bien après, on a eu de sérieuses difficultés à agencer le pouvoir et plus particulièrement à donner une interprétation positive et évolutive à cette constitution qui, jusqu'à présent, après 6 ans de fonctionnement, est mal interprétée. Deuxième chose, c'est qu'il y a une inadaptation totale de l'espace politique, des partis politiques, de l'élite politique, des acteurs politiques à l'application stricto sensu de cette constitution par rapport à ses principes, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses orientations et par rapport à une nouvelle conception de la gestion publique. Alors, nous allons y arriver. Avant d'arriver à son interprétation, Naïm Kamal, est-ce que vous pensez que les attentes de la population et de la société civile ont été satisfaites par cette nouvelle constitution? Ce qui a été demandé en 2011, ce qui a été demandé par la rue en 2011. C'est-à-dire, c'est quoi la demande sociale des Marocains? Il faudrait la déterminer. Et est-ce que c'est à la Constitution d'y répondre? Je crois en partie oui. Si on prend la demande politique, et la demande politique essentielle de ce qu'on appelait, entre guillemets, le printemps arabe, ce que j'appellerais moi plus simplement l'automne arabe, c'est, au niveau du Maroc, c'était le changement, l'évolution, pas le changement, l'évolution du système politique marocain, d'une monarchie constitutionnelle à une monarchie constitutionnelle et parlementaire. La Constitution 2011, je crois, s'est frayé un chemin entre les deux. Entre la monarchie constitutionnelle telle qu'on l'a connue et la monarchie parlementaire telle qu'elle devrait être. On n'est plus dans la monarchie constitutionnelle stricto sensu, mais on n'est pas encore dans la monarchie parlementaire. C'est l'état des lieux. Et d'ailleurs, je crois que l'état social et le mûrissement, ça peut paraître aberrant, du Maroc n'en est pas encore là, pour qu'on puisse vraiment le couvrir par une monarchie parlementaire aujourd'hui. Avec le système actuel, on voit
l'auberge espagnole dans laquelle nous vivons politiquement, avec cette cohorte de partis politiques, avec ce brouhaha de discours dans lequel nous nous sommes noyés pendant les 6 dernières années. Maintenant, il y a l'attente économique et sociale. Et là, on est loin du compte. On le sait très bien. Le Marocain attend un logement décent, attend une place à l'école, attend une consultation médicale, un lit à l'hôpital, attend de vivre décemment, dignement et d'évoluer dans un cadre sain. On est loin là du compte. Et on le sait, d'ailleurs, c'est le discours du roi qui avait dressé ce tableau sombre. Donc on ne peut pas dire qu'entre 2011 et 2017, on a vraiment une législature n'est pas suffisante pour répondre. D'abord parce qu'il y a des contraintes. Il y a un processus, il faut du temps pour un processus. Oui. Alors justement, pour mettre en place ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire tout ce qui est conditions, tout ce qui est éléments économiques et sociaux, il faut que les partis politiques aient compris ce qu'est cette Constitution. Est-ce que, pour vous, Mehdi Michpel, les partis politiques ont pris conscience de ce que leur a apporté la Constitution, parce qu'elle a apporté des éléments nouveaux, comme par exemple la mise en évidence du rôle de l'opposition ou l'implication des partis dans plusieurs institutions statutairement. Est-ce que vous pensez que les partis ont véritablement compris le rôle qui est attendu d'eux maintenant, finalement, après 5 ans, après 6 ans de cette Constitution? Écoutez, on n'a pas l'impression qu'ils ont bien compris les prérogatives que la nouvelle Constitution leur a données. Et ça, c'est un problème d'élite politique. On revient toujours au même débat de est-ce qu'on a une élite politique capable de mettre en pratique toutes les avancées constitutionnelles qui ont été mises en place en 2011. Et pour revenir au débat qui a été ouvert sur la Constitution et le changement constitutionnel, qu'est-ce qu'il a apporté, il faut qu'on revienne à l'ambiance du 20 février. C'était principalement le mouvement du 20 février qui a poussé le pouvoir à concéder cette réforme constitutionnelle qui était bien sûr demandée par le mouvement national depuis des années, comme des partis comme l'USFP, l'Istiqlal, etc. Et puis voir quelles étaient les demandes de la rue à cette époque. Il y avait bien sûr des revendications politiques qui portaient sur la Constitution, sur des principes généraux comme la séparation des pouvoirs, comme la reddition des comptes, mais il y avait aussi, et c'était la principale voie de la rue, des revendications socio-économiques. L'égalité des chances, la lutte contre la pauvreté, contre l'injustice sociale, un système éducatif plus inclusif. Au Maroc, c'est ça les partout que ça se passe. Oui, bien sûr, mais toujours ce principe. Mais le changement de la Constitution était une réponse politique à un mouvement de rue. Et c'est une réponse politique qui devait aboutir plus tard. Bien sûr, une législature n'est pas suffisante pour évaluer, bien sûr, l'impact d'un changement constitutionnel. Mais l'objectif, c'était d'arriver, in fine, ou d'enclencher un processus de développement économique et social qui permette à la société marocaine de vivre dans une société cohérente ou qui assure une égalité des chances, une éducation pour tout le monde, un lit à l'hôpital, comme a dit Sinaïm. Malheureusement, cet objectif-là de réalisation d'une justice sociale, on y est très 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 loin et on ne sent pas que la classe politique est impliquée dans ces chantiers. On a vu le chef de l'État appeler à un renouvellement du modèle de développement du pays dans son dernier discours devant le Parlement. Pour l'instant, ce débat, on ne touche pas cette... C'est pas par quel bout le prendre. Exactement. En fait, les partis politiques ne se sont pas encore emparés de ce chantier important, qui, je pense, qui est encore beaucoup plus important que le changement constitutionnel. Parce que la Constitution, sur le papier, si on veut discuter, débattre de la Constitution, on a un texte constitutionnel qui est très avancé. On n'est pas encore dans la monarchie parlementaire, on est dans une monarchie constitutionnelle qui définit les rôles de chacun, du gouvernement, du palais royal, des partis politiques, de l'opposition, de la société civile. Tout est clair, mais sur la pratique, les choses ne sont pas
si évidente que ça. Vous êtes assez sévères tous les trois donc, sur la mise en place de la Constitution et de ses principes. Et pourtant, après les élections de 2016, et c'est la première fois que nous assistons à ça d'une manière aussi globale, il y a eu des changements assez forts au niveau peut-être pas des élites politiques, mais des dirigeants des partis politiques. Est-ce que, Ali Sedjari, vous ne pensez pas qu'il y ait une maturation constitutionnelle qui est en train de se faire avec son rythme, le rythme à la marocaine, bien de chez nous, lentement, mais sûrement? Et est-ce que vous ne pensez pas que cette maturation a quand même quelque part été à l'origine de ces changements à la tête de ces partis? Parce qu'il y a eu des changements à la tête de partis et je ne me souviens pas qu'il y ait eu la même chose dans d'autres élections. Bien. Je voudrais prendre cette question après avoir fait la corrélation étroite entre l'acte constitutionnel ou l'acte juridique normatif, que ce soit la norme ou la loi, et l'action publique. Ce sont deux choses complètement différentes. L'acte constitutionnel définit la manière de fonctionnement d'un gouvernement, des pouvoirs publics de manière générale. C'est l'agencement du pouvoir, c'est l'aménagement du pouvoir, c'est la définition des prérogatives, c'est la définition des responsabilités, où chacun se définit et se repère par rapport à un système de pouvoir, de manière générale. La Constitution a le mérite d'établir de nouvelles modalités de gouvernance. Or, nous avons la tradition au Maroc. Il y a toujours un décalage entre les textes et la réalité. Toujours un décalage, que ce soit au niveau des citoyens, que ce soit au niveau des acteurs économiques, que ce soit au niveau des acteurs politiques. Les textes disent une chose, et c'est un peu la grande problématique du Maroc, et les actions des acteurs sont différentes. La preuve en est que depuis 5 ans, 6 ans, nous étions en dehors et loin de l'application de la Constitution. Et même les lois qui sont venues, qui ont été à la fois soustraites de la philosophie constitutionnelle, les lois organiques, sont en deçà de ce qu'a apporté la Constitution. Les attentes exprimées par la Constitution sont restées lettres mortes par rapport aux opérations, à l'action matérielle et pratique des élites politiques de manière générale. Il y a une distance. Donc pour vous, il n'y a pas de différence finalement entre 2017 et 2010, je dis bien 2010, avant la Constitution. Est-ce qu'il y a une différence? Vous ne voyez rien? Une différence sur le plan juridique et normatif, non. Nous sommes dans le même mouvement de fonctionnement. C'est les textes organiques, c'est les lois organiques qui conditionnent et définissent la mise en œuvre d'un principe ou d'un concept constitutionnel. Si le texte organique vient en deçà et réduit la substance et l'essence du texte constitutionnel, évidemment, la loi organique peut soit en augmenter la valeur ou la rabaisser. On est toujours dans cette... mais la dichotomie dont a parlé Ali, que nous vivons, nous ne la vivons pas qu'au niveau des textes et leur application. Nous la vivons dans nos discours et nos pratiques et nos comportements quotidiens. Entre nos critiques que nous-mêmes adressons à notre société et nos propres comportements, il faut le dire, nos propres comportements, chacun en tant que citoyen à sa place. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas vraiment à trouver, de créer une congruence, pour utiliser un terme physique, ou de la cohésion entre le discours et le comportement. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux. C'est l'ambivalence qui marque fortement. C'est l'ambivalence dans les comportements et dans les pratiques. Les pratiques de gestion gouvernementale, politique, administrative aujourd'hui, c'est une gestion qui date de longtemps. Parce que le système est fort et s'autorégule de lui-même. Que vous apportiez une constitution au 2, au 3, ça ne change rien à la pratique du gouvernement. C'est le système qui fabrique les élites, c'est le système qui produit ses propres pratiques d'autofonctionnement. Et il est devenu homéostatique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y ait un renouvellement? Parce qu'il y a eu certains partis où le suspense a duré finalement jusqu'aux dernières minutes. Alors, que ce soit à l'Istiqlal ou au PJD, c'est arrivé jusqu'au... Il y a eu un véritable suspense. Oui, il y a eu un suspense politique sur les élections des partis, etc. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le terme renouvellement de la classe politique. C'est d'ailleurs le titre de l'émission, est-ce qu'il y a renouvellement de la classe politique? Le terme me paraît un petit peu exagéré. On a certes assisté pendant l'année 2007 au renouvellement des patrons de partis, de certains partis, le RNI, l'Istiqlal, le PJD, on parle du MP aussi qui va changer de patron. Mais
il n'y a pas eu de changement de la classe politique ou des structures partisanes. D'ailleurs, Akhnouch, il travaille toujours avec les mêmes. C'est les mêmes membres du bureau politique qui étaient avec Salah Din Mezouel, qui sont toujours avec Aziz Akhnouch. Pareil pour Nizar Baraka et l'Istiqlal, avec la présence d'un clan là qui est bien ancré au sein de l'Istiqlal. On a vu sa montée en force et qui prend peut-être en otage le secrétaire général du parti. Est-ce qu'en changeant de patron, on peut parler de renouvellement de la classe politique? Je ne pense pas, parce qu'un renouvellement d'une classe politique, ça suppose l'entrée dans le jeu politique d'une nouvelle génération. Justement, cette génération qui a poussé en 2011 le pouvoir à concéder une réforme constitutionnelle, cette génération-là qui était dans la rue, on l'a vu passer dans les télés publiques, débattre, etc. Aujourd'hui, elle est absente de la scène et on a toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Bien sûr, on peut dire que Nizar Baraka, au moins, il était ministre, on l'a connu depuis 2007, qu'il a 10 ans. Alors ça, vous parlez Mehdi Bichbel, mais ça reste quand même un cas d'or de l'Istiqlal, une famille istiqlalienne qui est ancienne, connue, etc. Aziz Akhnouch, la même chose, on ne peut pas dire qu'il est nouveau. Saad Dil Athmani, c'est un des fondateurs du PJD. En fait, de quel renouvellement on parle? Pour Aziz Akhnouch, je mettrais quand même une parenthèse. Moi, je suis en train de le suivre, je vois le travail qu'il est en train de faire. Et je vois qu'il fait un travail qu'aucun président du RNI n'a fait avant lui. Je l'ai vu dans les congrès régionaux. Non seulement il a été de tous les séminaires et les congrès et les rencontres qui ont initié ce qu'on essaie d'appeler le renouvellement du RNI, mais il a été chez la jeunesse, il a été au congrès de Bouzneqa, il a été au congrès d'El Jadida, il a été à la rencontre de Marrakech. Et maintenant, on est en train de le voir régulièrement, pratiquement chaque week-end, dans les congrès régionaux. Alors justement, Naïm Kamal, je voudrais réagir à ça et vous y répondrez après la pause. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un changement, effectivement, pas de renouvellement des élites politiques, mais des dirigeants des partis politiques, voilà, par le haut. C'est plus correct. Par le haut, par le haut. Mais ce que disait Naïm Kamal, c'est qu'il y a un travail de fond, un travail au niveau des bases qui est en train de se faire. Naïm Kamal vient d'en parler au niveau du RNI. Au niveau de l'Istiqlal, c'est la même chose. Nizar Baraka est en train de sillonner le parti pour reprendre un peu toutes les structures régionales. Et au niveau du PJD, le même travail est en train d'être fait. Donc finalement, on est en train de passer de l'émotionnel qui a marqué ces 5 ou 6 dernières années aux techniques et des populistes aux technocrates. On reviendra sur ça après la pause, si vous me le permettez. Nous nous retrouvons pour cette seconde partie du débrief, consacrée en première partie au renouvellement des élites politiques ou des dirigeants politiques, comme on en parlait en première partie. Et en deuxième partie, tout à l'heure, nous irons en Corée du Nord. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec nous, Ali Sedjari, enseignant de droit politique à l'Université Mohamed V, Mehdi Bichbel, rédacteur en chef du magazine tel quel, et Naïm Kamal, directeur et fondateur du site quid.ma. Nous disions juste avant la pause que nous passions de l'émotionnel au technique et du populisme aux technocrates, sachant que le changement qui s'est passé au niveau des partis politiques, des directions des partis politiques, au niveau du haut des partis politiques, est en train de se propager, de se prolonger sur les bases. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez ça comme ça, ou alors vous restez sur votre position de rien n'a bougé? C'est pas aussi simple que ça. D'abord, je reviens entièrement d'accord avec El Mehdi. Il n'y a pas eu de renouvellement, il y a un changement de tête de patron. Changement, juste un changement. Il n'y a pas eu de renouvellement. Le renouvellement, c'est une méthode, c'est une philosophie et c'est une politique. Quand on regarde les expériences qui se passent dans le monde, et que ça touche tout un système, qui doit conduire fatalement aux nouvelles orientations qui doivent définir autour des valeurs fondamentales. C'est ça le renouvellement. Dans un système global, dans une globalité, pas simplement le champ politique, mais le champ sociétal. Et surtout, à procéder à une nouvelle redéfinition de la notion de responsabilité dans un État. Voilà le renouvellement. Qui est responsable de quoi? Qui est-ce qui va faire quoi? Qui est la répartition de pouvoir? Le changement de personne se situe toujours dans le même cadre de gouvernance et de gouvernabilité. Vous pensez que ce genre de choses se passe en 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est suffisant? Non, c'est une décision d'abord. Quand il y a une décision, une action de l'État, une décision de l'État. La Constitution a apporté des valeurs.
un certain nombre de principes. C'est une forme de Ils ne décision sont de pas l'État, ça, respectés. non? Ils ne sont pas... Ça peut se faire par le bas. On a l'expérience Macron qui a transformé Oui, globalement le champ globalement. politique Ça peut en se moins faire. d'une année. Ils ne sont Il plus a dans le transformé la même champ configuration du champ politique. politique. On est passé d'une ère à une autre et là on peut parler de renouvellement. C'est disproportionné de comparer. comparer. Comparaison n'est pas compare raison, pas, comme mais on dit. c'est Non, juste, parce que le système, parce qu'on croit que Macron est venu d'ailleurs, ça revient avec, c'est en lien avec cette histoire de Zaïm et de chef technocratique, on peut la voir. Macron est venu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? L'histoire, c'est quoi? C'est la rencontre d'un homme et d'un instant. Or, Macron, C'est une conjoncture aussi pour le cas de Emmanuel Macron. c'est ce que j'appelle l'instant. C'est l'instant, c'est la conjoncture. Je peux faire la liaison avec... Attends, je termine. Le processus en France, ça fait longtemps qu'il s'est mis en route. Depuis pratiquement 2002, quand Le Pen s'est trouvé au deuxième tour, face à Chirac. Macron avait 20 ans. Hein, avait 20 ans. Et depuis, tout en continuant, et c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure que nous sommes, quand on est dans un système, dans une dynamique d'évolution et non pas de révolution, les choses prennent du temps. Et ce système a duré de 2002, il y a bien sûr avant. Déjà avec Mitterrand, on commençait à se poser des questions sur la Ve République. Et donc ce système de maturation s'est poursuivi jusqu'à ce que les partis d'eux-mêmes, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ont commencé à s'effriter. Il y a eu la dynamique Mélenchon à l'extrême gauche, mais bon, c'est un phénomène qui est en train aussi de se tasser. On est en train de le voir. C'est que quand on est dans une dynamique d'évolution, on ne va pas dire qu'on va balayer et on va faire ressortir un nouveau système. C'est comme en agriculture. Il faut semer. Pourtant, il y a des changements qui sont en train de se faire, comme on peut le voir dans les derniers scrutins partiels législatifs. Il y a des changements qui sont en train de faire. On voit qu'il y a un recul du PJD, une avancée toute relative, mais une avancée quand même du RNI. On voit comment se passe, comment la classe politique, comment les partis politiques et le gouvernement s'occupent du cas de Jalada, alors qu'ils avaient mis un temps à démarrer pour celui de l'Husseima. Donc il y a quelque part des changements qui se font, et c'est ce qui pose la question de la technocratie. Les dirigeants qui sont aujourd'hui au niveau des partis sont moins parleurs et peut-être plus actifs. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer du verbe à l'action finalement? Pendant 5 ans, pendant 6 ans, on a parlé pour pas faire grand-chose. Et les discours du chef de l'État ont été là pour le confirmer. Là, on est sur une dynamique qui est plus une dynamique d'action. Est-ce que vous pensez ça, Mehdi Michel? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un nouveau style qui est en train d'apparaître dans les directions des partis politiques. On passe de la période Benkiren, Chabat, Ilyes Omari, des personnalités populaires, populistes aussi, qui parlaient beaucoup sur le travail, on peut débattre, à une classe politique, entre guillemets, qui est technocratique. C'est le profil de Aziz Akhnouch ou même de Nizar Baraka, qui sont des gestionnaires, qui parlent pas ou peu, qui sont réputés être bosseurs, travailleurs. Mais est-ce que c'est de ce genre de profil qu'a besoin le pays aujourd'hui? C'est la question à laquelle c'est très importante. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, par exemple, Ali Sedjari, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de chefs de parti j'aimerais entendre sa réponse. Politique J'aimerais entendre sa réponse. ou technocrates? Parce que si on veut des gouvernements composés de technocrates, on peut les choisir directement. Ils travaillent dans le privé, à l'international, dans de grandes institutions. On peut faire une équipe de technocrates super extraordinaire, sans passer par le processus des élections, des projets politiques, d'aller convaincre la population de voter, etc. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des gouvernements politiques qui ont des projets, qui les présentent à la population, qui recueillent le vote de la population et qui passent au gouvernement et qui sont soumis à la reddition des comptes, ou on veut des gestionnaires qui vont gérer des portefeuilles économiques, sociaux, comme l'éducation, la santé. Oui, là, je pense qu'on a fait la Constitution justement pour mettre fin à ce débat. Parce qu'il y avait ce débat sur les technocrates ou les politiques avant.
Et la Constitution de 2011 est venue justement pour mettre fin à ce... J'ai la une petite réponse de la pensée sur Constitution ça. était non, on se J'ai une dirige petite pensée vers sur ça. les politiques. C'est que peut-être que nos discours plus ou moins nihilistes, un peu partout, conduisent la population à aller un peu moins voter. Là, nous sommes aux alentours Mais c'est ça le risque, de c'est ça le participation de 50%, alors que finalement, le principe et l'objectif est d'avoir une classe politique qui fasse le boulot, quelle que soit la manière qu'elle le fasse. Qu'elle fasse ce travail, et quand je dis quelle que soit la manière qu'elle le fasse, c'est-à-dire sans nous comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays. Le cas Macron est particulier, le cas Podemos est particulier, le cas Syriza est particulier, et chez nous, le cas est particulier. Et vous, votre réponse, Naïm Kamal, sur ça, justement, de quoi avons-nous besoin? Pendant des années, au Maroc, on a eu cette mauvaise idée d'opposer technocrate et politique. Qu'un technocrate ne peut pas être politique, qu'un politique ne peut pas être technocrate. Voilà, technocrate a une connotation de plus en plus péjorative, finalement. Que le politique est quelqu'un qui est abstrait, qui est au-dessus de la technostructure, qui réfléchit, qui pense, qui prend des décisions, et que seuls les technocrates sont capables de mettre en œuvre, en la chiffrant, en lui donnant un calendrier, etc. Or, ce n'est pas vrai. La preuve, on est Macron. Macron il est en train de prendre de la densité politique, alors que c'est un technocrate par définition. Et c'est vraiment l'exemple même du parfait technocrate. Chirac est un technocrate. On peut prendre beaucoup d'exemples, peut-être pas aux États-Unis. C'est autre chose, mais on peut prendre de par le monde beaucoup d'exemples de technocrates. On peut être technocrate qui ont gagné la légitimité des urnes. Non, c'est ça. L'oublier. C'est exactement. Alors je parle des scrutins partiels, à moins qu'on considère que le scrutin n'est pas tout à fait honnête, ils sont en train de gagner la légitimité des urnes. D'abord, au niveau de l'Istiqlal, au niveau du RNI, surtout parce que le PJD recule. C'est des scrutins qui ne sont pas représentatifs, de un. Et de deux, les gens n'ont pas voté PJD, ce n'est pas parce que le RNI s'est renouvelé ou l'Istiqlal s'est renouvelé, mais parce qu'il y avait une crise interne au sein du PJD qui a beaucoup impacté l'image de ce parti. Parce que beaucoup de gens, de 2000 ans, enfin les élections de 2015-2016, beaucoup de personnes ont voté pour la personne de Benkiren. Des gens qui ne connaissaient même pas le programme du PJD, ils trouvaient Benkiren sympathique, il leur parlait, ils avaient un discours de proximité. Mais c'est pas ça une démocratie, de voter pour quelqu'un parce qu'il est sympathique. On peut pas expliquer. On vote pour quelqu'un parce qu'il peut faire des choses. Moi j'analyse ce qui s'est passé, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens avaient de la sympathie pour Benkiren et ça explique le succès du PJD. Mais ce n'est pas le but de la politique. Maintenant, on ne peut pas dire que les résultats des scrutins partiels auxquels on a assisté ces derniers jours sont le résultat du renouvellement de la classe politique. Mais pas du tout. C'est le résultat peut-être de la crise interne qui a secoué le PJD, qui est en train de perdre des plumes aujourd'hui, sérieusement. Le PJD de Benkiren n'est pas le PJD de l'Esmeni. Je reviens à la question de fond. Si nous parlons de renouvellement, nous devrons nous renouveler nous-mêmes nos discours par rapport à notre réalité d'avant. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? Nous, État, des profs société. Universitaires. Non. Des analystes, des médias, société. De la population, de la société civile, de l'État. État, société. Les deux. Avec tout ce que l'on voit. Nous sommes l'État et nous sommes la société et nous sommes dans un mouvement dynamique interférentiel. L'État ne peut pas exister sans la société et la société. Et nous sommes à la fois des gens qui veulent apporter de plus à cet État et l'État doit nous écouter en contrepartie. Nous sommes dans un désarroi profond, politiquement parlant. Ce dont nous avons besoin, c'est la rénovation du politique et des acteurs politiques. Pas de tomber dans l'amalgame, est-ce que le technocrate peut jouer le politique ou le politique peut jouer le technocrate? Non. Le renouvellement doit être défini à travers de nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques et d'un savoir-faire et d'un savoir-agir. Savoir-faire, des gens compétents, efficaces, performants, qui savent débattre, pas silencieux, qui savent débattre, qui ont un projet de société, qui a un projet et qui agit sur la société pour qu'ils puissent avancer. Agir sur la société de manière globale. Et qui sortent de leur impuissance pour apprendre un peu de courage, pour prendre le courage. Donc finalement, les partis politiques ne savent pas attirer vers eux les gens et les compétences de la société. Non. Laquelle société ne franchit pas le pas ou ne saute pas le pas pour aller vers les partis politiques? Et qui est responsable de ça? C'est-à-dire que en partie, c'est vrai ce qui vient d'être dit. Très certainement, mais quel est le responsable de cette situation? Mais seulement en partie. Parce que le problème au Maroc, depuis l'indépendance, le Maroc devait se construire, l'État moderne devait se construire. Et, et dans tous les États, il y a les représentants de l'autorité centrale.
On les appelle gouverneurs au Maroc, on les appelle préfets en France, on les appelle autonomie et premiers ministres aux régionaux en Allemagne ou en Espagne. Donc ça existe. Ça, c'est des structures dont l'État a besoin pour exécuter son travail. Normal. Le problème au Maroc, et depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est que la décentralisation, qui veut dire non pas passer les pouvoirs aux autorités locales, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aux autorités locales élues. On parle des autonomies élargies pour le Sahara, on parle d'autonomie, de décentralisation pour plusieurs, mais il faut que, par exemple, les présidents des régions puissent entrer dans la plénitude de leurs pouvoirs qui sont tracés dans leur organigramme, ou plutôt dans leur loi organique. Or, aujourd'hui, on souffre de ce décalage. C'est-à-dire, on a toujours dit, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que la santé régionale... Vous reconnaîtrez quand même qu'il y a maintenant un nivellement du différentiel de pouvoir entre les walis de région et les présidents de région, comme ce n'était pas le cas avant, on va dire au XXe siècle. Oui, le jour où les instances élues régionales et locales auront la plénitude de leur pouvoir, ils vont pouvoir devenir en contact et comptables devant les citoyens. Mais quand, forcément, j'ai besoin toujours de revenir au gouverneur, au wali, au qaïd, au pacha, quel que soit le niveau, pour faire valider une décision ou la faire exécuter ou la faire passer, le citoyen souvent... Vous ne pensez pas qu'il y ait un changement à ce niveau-là? C'est en train de s'installer. Difficilement. C'est en train de s'installer. C'est en train de s'installer et je crois que... Il y a un bras de fer. Mais oui, forcément. Il y a des résistances qui sont en train de faire avec des agents d'autorité qui sont en train d'essayer de continuer d'exister. D'autres qui arrivent. Ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en 2 ans, mais bon, on peut constater quand même qu'il y a eu un changement. Le gouverneur d'aujourd'hui n'est pas le gouverneur de 95. Mais tout de même, Aziz, ça fait 40 ans qu'on parle de décentralisation et de déconcentration. Alors donc, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, fils et petit-fils de président, âgé de 34 ans, il est maréchal de la République, il est grand soleil du XXIe siècle, il est génie des sciences militaires et il est chef remarquable du parti. C'est la terminologie officielle de la Corée du Nord qui dit ça. Le président américain, lui, Donald Trump, se contente de l'indiquer par une simple expression, Rocketman. Kim Jong-un est le porte-flambeau d'une idéologie qui est le Juche, qui est une idéologie qui allie aussi bien le social que l'économique que le politique, mais actuellement, c'est en train de partir un peu dans tous les sens entre les deux pays. La Corée du Nord en est à peu près à son 10e essai entre essais nucléaires et tirs balistiques. Et le président américain avait dit à l'ONU il y a 4 mois qu'il était prêt à détruire la Corée du Nord, lequel président de Corée du Nord a dit qu'il avait un bouton nucléaire tout le temps sur son bureau. Naïm Kemal, qui est Kim Jong-un et Trump vient de dire ce matin que lui aussi avait un bouton de nucléaire dans son bureau. Qui fonctionne plus. Bon, là, on est en train de pratiquement tomber dans les au ras des pâquerettes. Alors, où c'est que ça s'arrêtera selon vous? Et qui est d'abord Kim Jong-un rapidement? Enfin, qui est-il? Et où s'arrêtera cette escalade? Vous savez, il faut remonter à l'histoire d'abord. La guerre entre les deux Corées, ça date de 1956, si mes souvenirs sont bons. Juste après, en pleine guerre froide, et les Américains s'étaient massivement, militairement et matériellement engagés auprès de la Corée du Sud. Et il y a eu un armistice, il n'y a pas eu d'accord de paix. Et tout ça... Toujours une démarcation. Il y a eu une démarcation et tout ça, ça traîne. Bon, qu'il soit le soleil lumineux de son pays, c'est son problème, parce que la Corée du Sud a aussi été une très grande dictature pendant de longues années, avant que, pour atteindre un certain degré de développement, avant qu'il ne bascule dans le système démocratique. Selon vous, où s'arrêtera l'escalade entre les deux présidents? Où s'arrêtera? Parce que ça devient franchement inquiétant. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas parce que les Coréens ont compris une chose. Il n'y a que le nucléaire qui peut les sauver de la destruction. Et ils ont vu l'Irak,
ils ont vu la Libye, ils ont vu tous les États qui ont signé des accords de paix et de dénucléarisation avec les États-Unis, ont fini par être démontés. L'Irak et la Libye, Naïm Kamal, si vous me permettez, ne sont pas Kim Jong-un et les deux cultures sont différentes. Alors, Mehdi Mishbel, justement, est-ce que vous pensez, quand Naïm Kamal dit que ça ne s'arrêtera pas, l'escalade ne s'arrêtera pas, est-ce que vous pensez, ce cas Dieu ne plaise, à une déflagration militaire, pour ne pas dire plus, c'est-à-dire nucléaire? Parce que là, c'est en train de partir, encore une fois, ça monte, et aucun ne recule. Et il n'y a pas de signe que l'un puisse reculer. Je ne pense pas, parce que le risque est énorme. Le risque d'une guerre est vraiment énorme. Et vous avez posé la question, où va s'arrêter Kim Jong-un? Il va s'arrêter le jour où les États-Unis accepteront de négocier avec lui. Et, vous pensez que Trump pourrait accepter de négocier avec lui? Moi, je pense que c'est la prochaine étape. Et justement, Kim Jong-un a tout fait pour disposer rapidement de l'arme nucléaire. C'est ce qu'il a fait pendant toute l'année 2017. Il a fait une dizaine de tests de missiles balistiques, etc. Pour avoir la bombe nucléaire, c'est une sorte d'assurance vie pour lui. Et son objectif est d'accepter et d'être accepté par la communauté internationale, aussi bien ses voisins, la Corée du Nord, le Japon, que les États-Unis ou la communauté internationale, c'est d'être accepté comme une puissance nucléaire. Parce qu'une fois qu'il dispose de cette bombe nucléaire, les rapports des forces dans les négociations peuvent changer. Une fois qu'il est accepté comme puissance militaire, que les États-Unis l'acceptent enfin dans le club des États nucléarisés, les rapports de force vont changer, il pourra obtenir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, lui, c'est la paix. Il n'a pas intérêt à provoquer la guerre, parce qu'une guerre, une guerre conduirait à la chute, à l'effondrement du régime de la dynastie des Kim. Mais plus, donc lui, il n'a pas intérêt à provoquer la guerre. Les États-Unis non plus, ses voisins, la Corée du Nord, mais s'il est reconnu, le Japon non plus. S'il est reconnu comme puissance nucléaire, comme puissance militaire, Alice Jari, est-ce que vous ne considérez pas que ce serait une reddition en rase campagne de Donald Trump qui a fait jusque-là, qui a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire au niveau de l'immigration, au niveau de l'accord de Paris, au niveau du statut de l'Quds, au niveau... Est-ce que vous pensez honnêtement à cette possibilité que Donald Trump puisse revenir en arrière? Moi, je ne crois pas du tout à une guerre nucléaire. Ça fait des années que nous assistons à des menaces directes ou indirectes de la Corée du Nord. Je pense qu'ici, ce qui incite davantage à la violence, à les menaces quotidiennes, c'est Donald Trump. Et c'est une réponse de berger à la bergère. Et Donald Trump qui voulait absolument réinscrire la Corée du Nord comme étant, faisant partie des pays terroristes du monde, là, je crois simplement à une menace, une autre menace. Et nous trouvons ici parmi les caractéristiques des dictateurs, ces débiles mentaux qui gouvernent la planète. Il y a un ouvrage qui a été écrit dans les années 80 pour parler de Mussolini, de Hitler, d'autres. Nous sommes condamnés à vivre et à supporter ces dictateurs certains s'inscrivent sur la logique du populisme, d'autres sur la logique de la folie ou d'une succession de dynasties autoritaires et dictatoriales. Nous devrions supporter ça par le dialogue et la sagesse. Et je pense que la communauté internationale, heureusement qu'il y a la Chine, heureusement qu'il y a la Russie, heureusement qu'il y a un Conseil de sécurité, au moins pour cette question-là, parce que Donald Trump est incapable de faire une guerre nucléaire. Les Américains ne sont pas fous. Une sorte de débilité. L'establishment, peut-être. Naïm Kamal, en 12 mots, très exactement, la Chine, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir là-dedans? Est-ce qu'elle a véritablement un pouvoir de contrainte sur Kim Jong-un? Elle a un pouvoir de protection. Il a intérêt à ce que la Corée ne disparaisse pas. J'ai déjà passé 12. Non, pas encore. Pas encore, je suis à 2 mots. Non, plus sérieusement, la Chine a toujours été l'allié de la Corée du Nord. Sans la Chine et sans l'Union soviétique de l'époque, la Corée du Nord n'aurait jamais pu tenir face à la coalition nord-coréenne, sud-coréenne et américaine. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les derniers embargos, par exemple sur le pétrole, on soupçonne la Chine de ne pas l'appliquer à la Corée du Nord réellement et qu'en sous-main, il continue à alimenter. En même temps, la Chine n'a pas vraiment intérêt à ce que la Corée devienne une véritable puissance nucléaire, vraiment à 100 pieds, comme une épine, parce qu'à un moment donné, les conjonctures peuvent changer et les données peuvent se transformer et elle peut devenir vraiment
nuisible même pour la Chine. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'équilibre. On voit que la Chine n'aimait pas, contrairement à ce que font les États-Unis quand il s'agit d'Israël, c'est systématiquement un veto quand il s'agit de sanctions contre la Corée. Vous avez débordé sur les 12 mots, donc on parlait d'un Moyen-Orient compliqué, là on va parler d'un Extrême-Orient très compliqué. On va attendre de voir ce qui va se passer en espérant que tout se passe bien. Merci messieurs d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis et à une prochaine émission du débrief. Restez sur Média 1 TV, l'info continue. Merci.